Bonsoir à tous, l'heure des GGMO a sonné. Heureux de vous retrouver comme tous les soirs avec nos grandes gueules et nos débats. Les voici d'ailleurs. Des frappes en Syrie attribuées à Israël, des diplomaties mondiales qui s'impatientent. À quoi aboutira le bras de fer avec l'Iran? Et si les Israéliens prenaient les devants et lançaient l'offensive? Ce sera notre premier débat en direct de chez Bennett. Un boycott diplomatique. Telle sera l'attitude des Américains au prochain JO de Pékin. La mesure vise à protester contre les violations chinoises des droits de l'homme. Mais à quoi rime une telle attitude? Et les Européens devraient-ils suivre l'exemple? Débat diplomatiquement incorrect à suivre en compagnie notamment de Nelson Montfort. Enfin, comment lutter contre la radicalisation de la jeunesse en France? Telle est la question posée par le nouveau court-métrage de Rost. La promesse, c'est aussi la question que nous nous poserons pour notre dernier quart d'heure. Et je salue les GGMO qui m'accompagnent pour cette soirée. Bonsoir Laurent Siget. Bonsoir Benjamin. Vous êtes membre du parti Avoda. Bonsoir Fernand Cohen-Tanouji. Vous êtes membre du parti Likoud. On a donc les deux représentations de deux partis israéliens. Et en direct avec nous depuis Paris, Rost, réalisateur et président de Banlieue Active. Bonsoir mon cher Rost. On a vu dans le sommaire de cette émission quelques images de votre court-métrage et on en parlera évidemment ensemble tout à l'heure. Je salue enfin Joseph Massescaron, écrivain et consultant. Heureux de vous retrouver, mon cher Joseph. Place tout de suite à notre premier débat en direct de chez Bennett. Les bruits de bottes se font de plus en plus nombreux et la communauté internationale commence sérieusement à s'impatienter. Bruits de bottes avec, la nuit dernière encore, une frappe aérienne en Syrie attribuée à Israël et diplomatie nerveuse avec, une fois n'est pas coutume, cette surprenante déclaration française. Les propositions de Téhéran ne constituent pas une base raisonnable. Alors, que fait-on? Ou on attend encore et encore un geste de l'Iran ou bien on passe à l'offensive. Écoutez cette phrase prononcée par l'une de nos grandes gueules, Guy Mimoun du Likoud, c'était hier soir sur ce même plateau. Pour l'instant, le gouvernement de coalition est sur un fil. Sur un fil, et il joue chaque jour son existence. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs externes. Le premier facteur, c'est la future guerre qui se profile à l'horizon. Avec qui? Parce que personne ne veut y aller, donc il va bien falloir un moment... Vous parlez de la menace iranienne? Bien sûr. La guerre avec l'Iran? Bien sûr. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Mais pourquoi il y aurait une guerre avec l'Iran? Pourquoi? Parce qu'on va entrer en guerre avec l'Iran. Mais bien sûr que si. Ah bon? Nous sommes actuellement... Attendez, si les Américains n'y vont pas, si les Français et les Européens n'y vont pas, qui va y aller pour nous défendre? Voilà pour cet extrait d'hier soir. On voulait évidemment y revenir ce soir, surtout avec les événements de l'année dernière. Fernand Cohen-Tanouji, c'est imminent un conflit avec l'Iran? Oh, pas du tout. Pas du tout. La réponse est même relative. Je rappelle que vous êtes aussi du Likoud, hein, comme Guy Mimoun. Alors, la différence au sein du Likoud, il n'y a pas de ligne directrice du parti politique. On n'est pas au Politburo, c'est pas la Pravda, d'accord? On a le droit de penser différemment, on a le droit de s'exprimer différemment, et on a le droit d'avoir des vues en fonction de son expérience passée des uns et des autres. Il est évident que, en ce qui me concerne, quand on voit l'histoire, on voit bien que depuis 48, en fait, jusqu'à maintenant, on voit clairement que l'État d'Israël n'a jamais poussé à la guerre. La seule chose qui s'est passée dans l'histoire, c'est qu'Israël est rentré en guerre préventivement, comme vous le soulignez là 2 minutes, lorsque une guerre était imminente. Et je crois aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. Vous voyez pas un parallèle? On a l'impression, quand on entend les Israéliens, être déjà dans une ambiance de pré-guerre, un peu comme dans les années 60, quand les Israéliens disaient « mais il faut lancer l'offensive contre l'Égypte, qu'attendez-vous à l'état-major » Pas du tout. Alors vraiment, pas du tout. Je vois aucun prémisse, rien du tout qui puisse nous faire penser aujourd'hui à une guerre imminente, en dehors de la guerre peut-être à l'intérieur de nos frontières, qui elle est imminente et constante par rapport à un vrai problème nationaliste musulman au sein d'Israël, mais ou sinon en dehors des frontières. Aujourd'hui, je ne vois pas de menace imminente de l'Iran. Laurent Siget. C'est quand même extraordinaire, ces gens qui, comme M. Memoun, moi je propose un tout petit peu de modestie tout de même, parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici
ni ici ni ailleurs, à part dans les hautes sphères de l'État, c'est-à-dire nous ne sommes ni chef d'état-major, ni chef du Mossad, ni chef de renseignement, pour pouvoir dire s'il faut faire une guerre directe. Parce que la guerre avec l'Iran, elle a lieu tous les jours. Elle a lieu par l'intermédiaire du Hezbollah, elle a lieu en Syrie, elle a lieu au Liban, elle a lieu sur place par l'intermédiaire du Mossad. Donc la guerre indirecte est déjà... Elle a lieu déjà, entre guillemets, dans les clouds respectifs des uns et des autres. Bien entendu. Maintenant, est-ce qu'on parle d'une guerre directe ? Une guerre directe, en 2013, je rappelle qu'il y avait un Premier ministre qui s'appelait M. Netanyahou qui avait donné l'ordre d'attaquer l'Iran et que selon le journaliste Ben Caspit, qui est quand même un journaliste israélien de Maariv extrêmement sérieux, le chef d'état-major, le chef du Mossad et le chef du contre-espionnage ont mis leur démission sur la table en disant « Nous ferons ce que vous demandez, demain vous êtes seuls ». Il n'y a pas de volonté aujourd'hui des sphères militaires d'attaquer visiblement. Je ne suis pas dans les hautes sphères, vraiment, je dis ça tout modestement d'après ce que je lis. Il n'y a pas de volonté, mais est-ce que la réalité ne va pas les y conduire? Je vais vous poser la question à l'envers. On voit bien que ces négociations ne mènent à rien. Bien sûr. Alors c'est quoi la solution pour Israël? Non, la seule possibilité envisageable pour Israël d'attaquer, c'est en étant sûr, et ça c'est ce que disent les militaires, en étant sûr que la menace nucléaire iranienne est totalement anéantie. Si c'est juste attaquer pour repousser de 2 ou 3 mois la menace, Israël n'attaquera pas, pour eux ça ne servira. Je vais rajouter un point qui va évidemment dans ce sens, pour une fois, de Laurent, avec lequel je suis entièrement d'accord, c'est ce qu'on appelle l'opinion publique. Aujourd'hui, Israël n'est pas menacé par l'Iran. Et tant qu'un pays n'est pas menacé, l'opinion publique ne donnera pas mandat à son gouvernement, quel qu'il soit de droite ou de gauche, pour entrer en guerre. Aujourd'hui, pour préparer une guerre avec l'Iran, il faut à peu près, sans rentrer dans des détails... Mais attendez, il y a une menace. Non, il n'y a pas une menace. Pas encore. C'est pas un certain Netanyahou qui parlait en permanence de cette menace iranienne? La menace existe, elle est stratégique, la réponse est oui. Et aujourd'hui, l'Iran sait pertinemment qu'il faudra quelques minutes pour rayer Téhéran de la carte. En effet, nous le savons tous ici, nous avons grand nombre de sous-marins ici ou là qui attendent tranquillement dans les fonds, et si jamais Téhéran décidait de nous envoyer un missile, d'ailleurs qu'il soit bactériologique, chimique ou nucléaire, il faudra que quelques minutes à l'Iran pour disparaître, ou en tout cas à Téhéran pour disparaître. Je vous donne la parole dans un instant, mais je vais d'abord entendre la parole de Paris. Joseph Massescaron, je sais que vous avez été très surpris quand on vous annonçait le thème de ce soir. C'est dire d'ailleurs si d'Europe on vit très différemment l'imminence de cette menace iranienne. Non, c'est-à-dire que de l'Europe, il y a des éléments qui sont des éléments différents, bien sûr. Il y a en effet le fait que les accords de Vienne, ça ne débouche pas. Tout le monde en a conscience dans les milieux diplomatiques français et des milieux diplomatiques européens. Maintenant, sur la question de la guerre, ça a été d'ailleurs très bien dit. La guerre, pour Israël, la guerre, c'est une guerre au quotidien, c'est-à-dire c'est une guerre en permanence. Elle a lieu bien sûr en Syrie par rapport au Hezbollah, mais elle a lieu dans différents fronts, sur différents fronts. Mais la guerre telle qu'elle a été dépeinte, et en plus avec ce mot que je trouve extravagant, hein, totalement extravagant, je cite, il faut bien y aller parce que personne ne veut y aller. Alors partir. On n'a jamais vu, moi j'ai jamais vu, je suis historien de formation, je n'ai jamais vu, cet élément donné comme une raison valable pour aller et pour être en guerre. C'est-à-dire, nous partirons à la guerre quand M. Memoun sera engagé. Je trouve ça tellement. Non, mais attendez, il n'est pas là pour se défendre. Non, mais Joseph, ce que dit Guy Memoun en tout cas, c'est un sentiment israélien. Joseph, c'est un sentiment israélien d'une partie de la population qui est d'ailleurs de toute façon. Et Israël se sent de plus en plus seul au monde dans ses menaces et aussi dans sa manière de répondre, puisqu'on sait que l'allié américain aujourd'hui adopte une position très différente et peut-être plus conciliante vis-à-vis de l'Iran. Du point de vue extérieur, extérieur bien sûr, c'est facile dans la position dans laquelle je me trouve. Je suis à Paris, donc je ne suis pas évidemment dans un pays menacé, dans un pays qui est en situation de guerre comme l'Israël. Donc ça c'est quelque chose d'évident. Mais juste, j'essaie de donner un point de vue extérieur. Du point de vue extérieur, c'est un élément. On est vraiment extrêmement surpris de ça. Et c'est extrêmement surpris. On est extrêmement surpris et
d'un autre côté, c'est extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs, moi, c'est cette chance que vous nous donnez, Benjamin Trover, d'être là, présent à I24 News. C'est pas simplement pour vous donner notre point de vue, mais d'avoir aussi votre point de vue, bien sûr. Et c'est ça qui est important. Donc là, vous m'enseignez quelque chose. Et je peux dire que je suis assez bien informé, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans des sphères qui sont des sphères politiques ou diplomatiques, pour vous dire que cet élément, elle est totalement, mais exclue des scénarios aussi bien en France qu'en Europe. Rost, parce que ce que dit Joseph est intéressant, mais on va jouer jusqu'à quand la carte de la négociation, quand même la France, qui n'est quand même pas connue pour son ton va-t-en-guerre, exprime, et je vais redire, puisque c'est tombé aujourd'hui, son mécontentement face aux propositions de Téhéran. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand on démarre une guerre, on sait quand est-ce qu'on la démarre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on la termine et comment on la termine. Donc, c'est bien de vouloir partir en guerre, les va-t-en-guerre, ils ont bien vu à quel moment on a été sur un terrain faire la guerre et ça a été productif. Jusqu'à présent, ce sont des échecs absolus partout où on va. Donc, je pense que la question iranienne, en plus, elle est bien plus profonde. C'est que si d'aventure, on veut déstabiliser encore plus le monde, allons-y. Comme il disait tout à l'heure, il n'y a pas de menace directe pour l'instant. Et d'ailleurs, au-delà de ça, je vais aller plus loin. Je disais un truc tout à l'heure à l'interlocuteur que j'ai eu chez vous. Je disais, mais comment des pays qui ont l'arme nucléaire, à un moment, veulent empêcher les autres de l'avoir? Je suis désolé. Vous ne pouvez pas prôner quelque chose d'un côté et vous-même faire autre chose de l'autre côté. Donc il y a un moment ou un autre, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Et tout à l'heure, on va parler de la question du terrorisme. Je peux vous dire que nous qui travaillons aussi sur ce sujet-là... Vous mettez sur le même terrain Israël qui a l'arme nucléaire et l'Iran qui a l'arme nucléaire. Ça se vaut pour vous? Non mais attendez, laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer. Il y a une différence entre un pays démocratique et un pays qui Laissez-le n'est pas. terminer, je vous avais dit. Alors... Oui, non mais d'accord, mais je vais vous dire quand Trump est arrivé au pouvoir, je vais vous dire moi j'ai eu très peur qu'à un moment ça parte en vrille. Tout simplement parce que vous avez de l'autre côté la Corée et les deux coqs qui se prenaient pour je sais pas quoi et qui menaçaient la stabilité du monde avec leurs bêtises. À un moment donné, on se dit, mais jusqu'où ça va aller? Mais vous avez raison, Ross, vous avez raison, mais la différence, c'est qu'aux États-Unis, le chef d'état-major américain est intervenu en disant aux Chinois qu'il prendrait la valise nucléaire si besoin était. Donc il y a une différence entre un pays démocratique et un pays qui ne l'est pas. Donc on ne peut pas mettre, il faut comparer des pommes et des poires et des poires. C'est pas la même chose. Absolument, on n'est absolument pas sur le même plan. En général, nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, mais là, nous ne sommes pas d'accord du tout sur le fond. La deuxième chose qui est importante d'assurer ici, mon cher Rost, c'est qu'il est impossible... Heureusement que nous ne sommes pas toujours d'accord. C'est qu'il est impossible qu'Israël soit face à un échec. Et aujourd'hui, quand Israël a devant une autocratie, une théocratie qui veut tout simplement la rayer de la carte, c'est simplement inadmissible et ça ne sera pas. Israël n'a pas le droit à l'échec, avec ou sans bombe nucléaire. Je vais vous montrer maintenant, je vous donne la parole Rost, mais juste avant je vais vous montrer un chiffre. Rost, je vous donne la parole dans un instant, mais je voudrais juste vous montrer un chiffre. Parce qu'aujourd'hui on a posé la question à ceux qui nous regardent. Israël doit-il déclarer la guerre à l'Iran? 50% répondent oui, 50% répondent non. Je voudrais savoir ça veut dire la moitié des gens. Combien de gens ont fait l'armée? Ça veut dire la moitié des gens qui nous regardent qui pensent qu'Israël doit faire la guerre. Donc l'extrait qu'on avait mis avec Guy Mimoun hier, c'est aussi représentatif d'une partie des gens qui nous regardent. Ross, ça vous étonne ce chiffre? Bien sûr. Écoutez, je trouve déjà que c'est un peu plus équilibré que ce qu'on a l'habitude d'avoir parfois sur le plateau sur la plupart des sujets. Donc 50-50, bon, ça c'est quand même plus... Mais c'est l'avis de ceux qui ont participé non, mais les gens à le cette savent question très sur bien. Twitter. Mais non, mais les gens savent très bien que de toute façon, une guerre, on la démarre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Et en plus de ça, on risque à côté de rendre service à des gens qui n'ont qu'une seule envie, c'est justement la destruction d'Israël. Et donc, il y aura, s'il y a des frappes israéliennes sur l'Iran, vous pouvez vous dire que toute la région, la zone, plus même à l'extérieur,
qui vont aussi se trouver une nouvelle raison de commettre certains actes malveillants. Donc, moi je dis, réfléchissons bien avant de vouloir aller en guerre pour aller en guerre. Mais l'alternative, c'est quoi, Laurent Siget ? Il faudrait redéfinir, en fait, Israël doit-elle déclarer la guerre à l'Iran. Ouais. Israël a déjà déclaré la guerre à l'Iran. Évidemment, depuis de nombreuses années. Ce qu'on années. veut dire, c'est est-ce qu'Israël doit attaquer directement l'Iran ? Ça, c'est la question qui est la plus juste, parce que nous sommes déjà en guerre avec l'Iran. Et PS, sans attendre une quelconque autorisation. Petite remarque, parce que quand même, il faut retourner un tout petit peu 6 ans en arrière. Lorsqu'il y a eu l'accord qui a été fait, l'accord américain avec l'Iran en 2015, j'ai entendu ici, les gouvernements israéliens a crié au secours, c'était un très mauvais accord, alors que finalement, maintenant, on commence à entendre des voix, aussi des voix des gens qui sortent du système en Israël, qui disent que l'accord n'était pas si mauvais. Ce qui s'est passé finalement, en demandant aux Américains de sortir de l'accord de M. Obama, qui quand même mettait l'agence atomique internationale au centre des événements, qui permettait de contrôler, en 2015, il y avait 300 centrifugeuses nucléaires. Aujourd'hui, 6 ans après, en ayant annulé ces accords, nous sommes à 3300. Et les déclarations, les déclarations des leaders iraniens qui expliquent très clairement aujourd'hui leurs intentions, ils ne se cachent même plus. Ça ne vous dérange pas ? Non, mais de toute façon, les Iraniens sont l'ennemi. De toute façon, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, c'est l'ennemi. Nous sommes en face d'un ennemi auquel il faut faire face. Ça, de toute façon. Donc il faut peut-être chercher à le désarmer en ayant annulé cet accord, en demandant aux Américains de sortir de l'accord avec les Iraniens, on leur a permis d'accélérer de mouvement. Joseph Massescaron veut réagir. Aujourd'hui, un État proche d'un État nucléaire. Oui. Non, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. De toute façon, la volonté de l'Iran d'être en guerre, avec Israël est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire la théocratie, de toute manière iranienne, considère que cette stratégie, mais je suis même pas sûr que ce soit une stratégie, est le seul moyen de cimenter un peuple qui connaît des difficultés économiques et sociales de plus en plus importantes. Ce n'est même pas un peuple, il y a 70 ethnies. Déjà, quand j'avais été... Ce n'est même pas un peuple, les Iraniens. C'est 70 ethnies différentes. Oui, mais c'est... Il y a quand même un point. Il y a quand même un point. Du peuple turc, on peut dire la même chose. Excusez-moi, moi je veux bien qu'on entre. Je veux bien qu'on entre là-dessus, que vous me repreniez là-dessus, mais alors, à ce moment-là, on peut le faire pour plein d'autres nations. Et ce qui compte, c'est entre guillemets quand la main sur le bouton, enfin tous les ennemis. Donc ce peuple iranien. Mais je suis d'accord. Sur ce peuple iranien, moi ce qui m'avait frappé, c'est que quand vous allez à Téhéran, vous voyez mais partout, des affiches gigantesques, énormes sur les murs, sur les immeubles, de haine par rapport à Israël. Et vous débarquez là, vous êtes occidental, vous vous dites mais où est-ce que j'ai débarqué ? Dans quel monde et dans quel univers je suis ? D'accord ? Ça c'est bien sûr à Téhéran, parce que vous allez à Isfahan par exemple, là vous n'avez aucune affiche de ce type. Donc c'est pour montrer à quel point il y a en effet une volonté pathologique, parce que c'est de l'ordre de la pathologie, hein, de Téhéran, de s'attaquer à Israël. Et aujourd'hui, je pense que alors que les diplomaties françaises et européennes prennent réellement en compte le fait que, de toute manière, ce gouvernement-là, rien n'est possible. On n'en tire à rien. C'est pas possible. Donc, il faut trouver une autre stratégie. Je pense que ce serait dommage que Israël, qui pourrait servir d'aiguillon aux diplomaties occidentales, dise, eh bien, finalement, ça va être à nous, on va retrousser les trucs et on part en guerre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je pense pas que le moment, en plus, soit un moment extrêmement bien choisi. Fernand Plantanugi, vous êtes d'accord ? Alors, je suis partiellement d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai cependant un doute qui est lié en fait à l'opinion publique israélienne et mondiale. N'oublions pas qu'en Israël, aujourd'hui, on a un gouvernement qui est israélo-palestinien ou israélo-islamiste. Et de ce fait, je pense que même cette dimension-là, il faut quand même en tenir. Ça allait bien jusqu'à maintenant, et là tu reviens là sur tes... Non mais attendez, cette menace iranienne, et je vous le disais tout à l'heure déjà, Netanyahou était le premier à tirer la sonnette d'alarme à l'époque. Il n'y a aucun doute que la menace existe. La menace est stratégique, pour l'instant elle est non immédiate. Et bien vous savez quoi, continuez à voter, on va voir si ça change dans le courant de la soirée. Je rappelle que ceux qui nous regardent pensent à 50% qu'aujourd'hui Israël doit mener une attaque contre l'Iran. On parle diplomatie, restons-y maintenant avec une autre arme, le sport.
quelques minutes, je vais sortir ça. Comment dire à la Chine que l'on y dénonce les atteintes aux droits de l'homme? Les États-Unis ont décidé de marquer le coup au prochain JO de Pékin en 2022. Ils boycottent, oui mais diplomatiquement l'événement. Autrement dit, les athlètes s'y rendront bel et bien, mais aucun représentant diplomatique ne fera le déplacement. Et l'objectif, et ça c'est la Maison-Blanche qui le dit, dénoncer le génocide et les crimes contre l'humanité, notamment contre les musulmans ouïghours. Mais Pékin doit-il trembler après une telle décision? On va poser la question à un homme qui en a couvert tant des Jeux Olympiques. Bonsoir Nelson Montfort. Bonsoir Benjamin, bonsoir à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver en direct avec nous dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Un boycott, Nelson Montfort, non pas des joueurs, mais des diplomates. C'est une situation que vous avez déjà vécue par le passé ? Ah, je crois que là, la Maison-Blanche a pris une décision unique. En tout cas, jusqu'à présent, ça ne s'est jamais produit. C'est la première fois que ça se produit. Et vu les relations internationales dont vous parlez abondamment dans votre rendez-vous, je ne pense pas que ce sera la dernière. C'est donc ce qu'on appelle un boycott diplomatique. Ça vient de sortir, affaire à suivre. Est-ce que ce boycott diplomatique a du sens pour vous, Nelson Montfort ? Vous qui avez couvert tellement de compétitions internationales, on nous dit toujours que c'est du sport et pas de la politique. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que nous n'en sommes pas à un coup d'essai. Il y a déjà eu des boycotts de Jeux Olympiques, des boycotts aux conséquences bien plus graves, parce que il y a eu un boycott des Jeux Olympiques de Moscou 80 par les USA et par un certain nombre de pays européens qui ont suivi. Ensuite, en 84, en rétorsion, il y a eu les Russes et les pays satellites du pacte de Varsovie qui ont boycotté les Jeux de Los Angeles. Un petit peu plus avant, à Mexico 68, il y avait eu quelques mouvements. Aux Jeux de Montréal 76, et ça on l'oublie parfois, l'ensemble des pays africains d'Afrique noire avaient boycotté les JO. Savez-vous pourquoi ? Parce que la Nouvelle-Zélande, à l'époque, qui participait aux JO, entretenait des relations avec l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous voyez le côté très indirect de ça. Alors justement, qui en ont payé les conséquences, ce sont les athlètes. Ce sont les athlètes qui s'entraînent depuis 4 ans, de 4 ans en 4 ans, pour des échéances olympiques. C'est seulement eux qui en ont payé les conséquences. Cette fois-ci, au moins, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais cette fois-ci, au moins, je suis heureux de savoir que ce ne sont pas les athlètes américains qui en paieront les conséquences. Parce que des Jeux Olympiques sans athlètes américains, c'est un petit peu comme I-24 sans Benjamin Petrover. Oh là là. C'est juste pas possible. Et donc, voilà, je suis heureux de voir au moins que ça ne va pas jusque-là. Une question sur la France, Nelson Montfort. Parce qu'on a entendu aujourd'hui la déclaration officielle, la France compte se coordonner avec les autres pays européens avant de prendre sa décision. Que dit Nelson Montfort? La France doit suivre l'exemple américain? Bah, écoutez, ce que je dis, c'est que la question, en fait, là, il y a pas mal. Cette question est assez enrobée. La question est en fait toute simple. Emmanuel Macron assistera-t-il, oui ou non, à la cérémonie d'ouverture ou à tout le moins de clôture des Jeux Olympiques? C'est ça, en fait, la question. C'est ça la question. Emmanuel Macron assistera-t-il à la cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux Olympiques? Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire non. Maintenant, la diplomatie française nous a souvent prouvé que par un certain nombre de, comment dire, je ne trouve pas le mot, mais de rechercher, noyer un peu le poisson, etc. Il est possible que des personnalités politiques françaises moins importantes que le chef de l'État y aillent quand même. Aujourd'hui, ça serait mon sentiment. Parce qu'on se souvient qu'en 2008, lorsque la flamme olympique était passée par Paris, on avait eu énormément de signes d'opposition de Bertrand Delanoë ou de députés. Oui, mais en 2008, de mémoire, le président Sarkozy, à l'époque, avait assisté à la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin. Ah voilà. Voilà qui est dit. Donc ça donnera peut-être un sens ou une direction ou un conseil au président actuel. Nelson Montfort, merci d'avoir été avec nous. Je sais que vous devez nous abandonner. C'est un plaisir de vous retrouver dans les GGMO. J'espère vous avoir très vite dans notre studio parisien. Merci d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup Nelson Montfort. Évidemment, aux uns et aux autres, je vous demanderai les réactions. Mais c'est l'heure de la pause. Alors, petite pub et on se retrouve dans 3 minutes tout juste. Suite de notre débat, la France doit-elle suivre l'exemple américain de boycott? Attention, boycott diplomatique.
C'est ça, cette nuance qui est intéressante. Et puis la radicalisation de la jeunesse française. Quelle est l'ampleur de ce fléau et surtout comment lutter? On vous diffusera un petit extrait du court-métrage de Rost et on en parle juste après ça. Vous êtes fidèles au rendez-vous et nous vous en remercions. En compagnie ce soir de mes GGMO, Laurent Siget, membre du parti Avoda, Fernand Cohen-Tannoudji, membre du Likoud, en direct avec nous depuis Paris, Rost, réalisateur et président de Banlieue Active. On parlera dans quelques minutes de votre court-métrage Rost, et Joseph Massescaron, écrivain et consultant. Juste avant la pause, nous avions en direct avec nous Nelson Montfort qui nous donnait son avis sur cette décision américaine. Un boycott, oui, mais boycott diplomatique des JO de Pékin. Autrement dit, les délégations et les athlètes s'y rendront bien, mais aucun représentant diplomatique. Joseph Massescaron, quel est votre regard là-dessus? Parce que on se demandait en préparant cette émission, oh là là, Pékin va avoir très peur, ironiquement. Sauf qu'on a eu entre-temps la réaction de Pékin. Et Pékin prévient que les États-Unis paieront le prix de leur boycott diplomatique. C'est pris très au sérieux. Alors, enfin non, c'est-à-dire qu'il faut juste bien savoir que toute attaque, fût-elle bénigne, à l'encontre de la Chine aujourd'hui, la Chine riposte, mais d'une manière extrêmement agressive. Même si, encore une fois, c'est une piqûre bénigne. Nous avons, par exemple, en France, nous avons un ambassadeur, entre guillemets, de Chine, qui tweet d'une manière presque maladive et qui poursuit toutes les personnes qui peuvent émettre l'esquisse d'une canevas, d'une critique sur la Chine. Donc la moindre piqûre est considérée par Pékin aujourd'hui, avec un dirigeant qui a plus de pouvoir que n'en avait Mao Tse-tung au fait de sa puissance et au fait de sa gloire, est considéré comme quelque chose, comme une crise de lèse-majesté. Voilà, ça c'est le premier point. Donc je considère que quelles que soient les réactions chinoises, ce sont des réactions outrées par définition, mais que de toute manière, en effet, cette désertion, si je puis dire, diplomatique, ne va rien changer. D'ailleurs, Nelson Montfort a très très bien résumé la question. Je voudrais juste dire un point. Il y a quelque chose qui me gêne profondément dans l'argumentation américaine. C'est que cette argumentation, elle est fondée, alors avec raison, bien sûr, sur la situation du peuple ouïghour qui vit un calvaire. Ça, c'est quelque chose d'absolument indéniable. Maintenant, simplement, le peuple ouïghour n'est pas le seul à vivre ce calvaire. Et que quand on dit nous ne viendrons pas, nous allons rompre les relations diplomatiques parce que le peuple ouïghour vit un calvaire, il n'y a pas que le peuple ouïghour qui vit un calvaire en Chine. Il y a, en effet, tout à l'heure on me reprenait sur le peuple, il n'y a pas le peuple iranien, il y a des peuples iraniens. Là, pour le coup, il y a des peuples en Chine. Il y a une ethnie qui est une ethnie, comme on le sait, majoritaire, qui est l'ethnie Han, d'accord, les Han, et que cette ethnie a servi toutes les autres ethnies chinoises. Et je ne parle pas d'autres situations. Je ne parle pas du Tibet, bien sûr. Je ne parle pas, par exemple, d'un pays qui est en train d'être annexé totalement par la Chine, dont toutes les diplomaties, mais occidentales ou autres, se moquent complètement, c'est le Laos. Le Laos est une nouvelle province chinoise et aujourd'hui complètement annexée par la Chine. De tout point de vue, du point de vue ethnographique, du point de vue économique, de tous les points de vue. Bien, ça n'intéresse évidemment, bien sûr, personne. Ça, c'est la chose qui me gêne dans l'argumentation américaine. Voilà. Rost, est-ce que vous pensez qu'on doit boycotter dès que l'on n'est pas d'accord avec la diplomatie d'un pays, boycotter? Et là, on le voit en mêlant le monde du sport à la problématique. Ah oui, mais alors, ça, c'est un discours... J'entends souvent les gens dire, oui, il faut séparer de... Mais je suis désolé, il y a un moment, soit il y a les droits de l'homme, et on respecte les droits de l'homme, et c'est valable dans tous les domaines. Je suis désolé, les gens qui ont fait évoluer notre monde, qui ont fait évoluer notre société, c'est ceux qui se sont levés à un moment pour dire stop. Donc, moi, je ris quand j'entends d'ailleurs ce qu'ils disent. D'ailleurs, au début, la première réaction de l'ambassadeur de Chine à Washington, ça a été de dire ouais, c'est une blague. Il en riait. Bon, les sportifs,
les artistes ont aussi un devoir à un moment donné, après ce n'est que mon point de vue, un moment de s'engager, de faire des choses, de faire bouger notre monde. Parce qu'on vit dans une société où on est tous interdépendants les uns des autres. Donc les Américains moi, je me souviens auraient dû aller encore plus loin pour vous. Alors est-ce que... Mais pour moi, est-ce que... Alors, là où c'est toujours délicat, c'est savoir, est-ce qu'il faut que les athlètes y aillent? Si les athlètes y vont, si certains, à un moment, réagissent... Moi, j'ai le souvenir de 68, par exemple, avec Tommy Smith et Carlos, qui, à un moment, ont le point levé, justement, contre la ségrégation aux États-Unis. Et ça a déclenché quelque chose de fort à ce moment-là. Donc c'est aussi un moment quand on a les joueurs qui mettent un pied à genoux après la mort de George Floyd, après l'assassinat de George Floyd. Oui, ça c'est important. Je pense que les sportifs aussi doivent prendre leur part dans ces combats-là. Et ce qui se passe pour les Ouïghours là-bas, c'est juste inadmissible. Et comme disait Joseph à l'instant, il y a d'autres peuples qui vivent la même chose, mais tant qu'on a besoin de la Chine sur le plan économique... Oui, mais ça veut dire qu'à chaque Jeux Olympiques, chaque compétition, la diplomatie, on va délivrer nos états d'âme et choisir de oui ou non y participer. À ce moment-là, on ne va pas jouer dans la moitié de la planète. Peut-être, mais en tout cas, peut-être que ça permettra en tout cas de faire réagir certains à un moment donné. On ne changera certainement pas le monde, mais on peut contribuer à l'améliorer à travers certaines actions. Mais Benjamin Pétrovert, les Jeux Olympiques, juste une chose, oui. Benjamin Pétrovert, dans les Jeux Olympiques, les cités grecques, ils n'ont pas fait venir l'Empire perse, ils n'ont pas fait concourir l'Empire perse, rassurez-moi. Oui, voilà. Mais alors là, on se limite à Pierre de Coubertin, on ne va pas remonter à l'époque antique. Mais en tout cas, est-ce que Laurent Siget, vous êtes d'accord avec cette idée qu'au fond, les athlètes doivent être aussi des porte-drapeaux? Il y a quelque chose d'hypocrite. D'abord, les Jeux Olympiques, ils sont organisés en Chine, donc il n'y a personne qui a découvert que c'était la Chine qui était un pays non démocratique qui organisait les Jeux Olympiques. Donc déjà à la base, on a choisi un pays non démocratique pour organiser les Jeux Olympiques. Donc déjà à la base, il y a un problème. Deuxièmement, il faut arrêter cette hypocrisie, cette hypocrisie des Ouïghours, parce que si vous voulez vraiment faire quelque chose pour les Ouïghours, et moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on fasse quelque chose, il faut commencer à arrêter d'acheter des vêtements dans les grandes enseignes de mode qui font fabriquer en Chine par les Ouïghours à un prix très déraisonnable qui est nul, les vêtements que nous portons en portant des vêtements fabriqués par des gens qui sont des esclaves, tout en étant des défenseurs de droits de l'homme. Alors déjà, d'arrêter l'hypocrisie de base. Si vous ne portez pas de produits ou de vêtements fabriqués en Chine, vous viendrez nuire à la prochaine émission, mon cher Laurent. J'ai pas dit que je porte pas des vêtements qui sont fabriqués en Chine. Je dis qu'il y a certaines enseignes qui sont connues, qui font fabriquer comme H&M et comme d'autres. Il y a des enseignes connues qui font fabriquer en Chine par les Ouïghours. Donc déjà, parler aussi des panneaux solaires, évidemment. Et tout ce qui se passe au niveau diplomatie américaine. Absolument. De toute façon, s'il y a une chose qui est efficace pour les Jeux Olympiques, ce n'est de ne pas envoyer les athlètes. Tant qu'on envoie des athlètes, cette décision, elle est nulle et non avenue. De plus, il faut quand même rappeler que... Je vous laisse lire vos feuilles. J'ai une question à faire dans le je vous donne la parole après. Non, moi ce que je voudrais vous demander, c'est qu'on parle depuis tout à l'heure de boycott. Et on sait que dans cette émission et sur ce plateau, on dénonce régulièrement les tentatives de boycott contre Israël, en rappelant que c'est illégal, notamment en France. Et là, depuis tout à l'heure, certains d'entre vous me disent « Ah mais oui, mais là c'est très bien, dans mon discours il faut... » on doit comparer. Mais je pose la question. Justement, là, dans ce cas présent, vous êtes pour le boycott ? Alors, soyons bien clairs. Le boycott ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné à l'égard d'Israël. Qu'on soit très 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 clair sur ce sujet. Aujourd'hui, demain à Eilat, la semaine prochaine, il y a les Miss Univers à Eilat. D'ailleurs, je vous invite, j'y serai pour ceux qui ont envie. Mais ça c'est une évidence. J'espère qu'on se retrouvera tous les deux d'ailleurs. En tout cas, ça sera un grand plaisir de vous inviter. Et même Benjamin Pétrovert. On nous fait un débrief en direct. Le boycott. Alors, le boycott, soyons bien clairs. Quelle ambiance. Aujourd'hui, le boycott n'empêche pas Israël d'avoir de plus en plus de contrats au niveau de la sécurité, au niveau économique. Le shekel est très très fort. Le boycott n'empêche pas aujourd'hui Israël d'être une économie forte. Le boycott ne sert strictement à rien. On revient toujours sur ce qui n'est pas comparable. On ne peut pas comparer le boycott des pays non démocratiques pour des atteintes aux droits de l'homme avec boycotter Israël qui est un pays démocratique. Même lorsqu'on n'aime pas la politique d'Israël, il y a un gouvernement qu'on peut changer par les urnes. En Chine, on ne change pas de gouvernement par les urnes. Ce n'est pas la même chose. Laurent Siget a raison et je crois que pour le remercier, je vais aussi l'amener à Eilat.
Et allez, pour participer à Miss Univers. Miss Univers. Joseph Massescaron, qu'est-ce qu'il aurait fallu attendre de la part des Américains? D'aller jusqu'au bout et de refuser d'envoyer leur délégation d'athlètes? Ça paraît impensable, ou là ça aurait été vraiment une déclaration de guerre. De toute façon, là aussi, les États-Unis et la Chine sont en guerre. Ils sont déjà en guerre. La guerre dans le Pacifique a déjà commencé, et d'ailleurs, nous, Français, nous l'avons payé au prix fort, n'est-ce pas? Quand sur des questions d'armement, nous avons été disqualifiés. Bien. Donc, cette guerre, elle a déjà commencé. Cette guerre, elle peut se résumer sur le thème, d'abord, le premier front, parce qu'il y a guerre lorsqu'il y a un front. Eh ben, le premier front, c'est évidemment, bien sûr, c'est Taïwan, et c'est la survie de Taïwan. Voilà. Et pourquoi qu'est-ce qu'ont compris les Américains? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris tout simplement que l'effondrement démographique de la Chine, car il va y avoir un effondrement démographique qui se poursuit malgré les mesures prises par le PCC, par le Parti communiste chinois. Cet effondrement démographique et donc ce recul de l'ethnie Han dont je parlais tout à l'heure provoque une course en avant du pouvoir chinois, du pouvoir central chinois, c'est-à-dire comment assurer au maximum ses frontières et de plus en plus vite. Et ça, c'est ce qu'ont compris bien sûr les stratèges à Washington. Donc oui, il y a déjà une guerre de toute façon. Il y a une guerre. Mais pour aller jusqu'au bout, je vous ai posé la question pour les Américains, Joseph. Pardon de ce tableau apocalyptique. Hein. Oui. Mais alors, puisque vous me parlez du tableau américain versus Chine, allons jusqu'au bout et je vais vous poser, Joseph, la même question que j'ai posée juste avant la pause à Nelson Montfort. Qu'est-ce qu'on dit à la France? Je vais rappeler sa déclaration française du jour. La France compte se coordonner avec ses partenaires européens avant de prendre sa décision. Joseph, elle doit prendre quoi comme décision, la France? La France, ça dépend aussi bien sûr des autres pays européens. C'est-à-dire que la France, alors, est-ce que vous me demandez ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle va faire? Ce qu'elle va faire, de toute façon, c'est à partir du moment où Emmanuel Macron, président français, est président. Voilà, parce que président de l'Union européenne, Emmanuel Macron ne va pas, évidemment, va commencer par prendre l'avis de tous les autres partenaires européens. Ça va de soi. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite? Écoutez, moi, je suis en effet fatigué de cette hypocrisie qui consiste à envoyer des athlètes dans des pays totalitaires ou dans des pays qui subventionnent le terrorisme. Et quand je dis ça, vous savez bien évidemment que je pense au Qatar, bien évidemment pour le nommer. Donc je suis vraiment fatigué de ça. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement la compétition, c'est pas la question de la compétition des athlètes, c'est la question évidemment bien sûr de la renommée internationale, du fait que tous ces pays vont être mis en scène, vont avoir une mise en scène et vont nous offrir une sorte de village Potemkin de ce qu'ils sont véritablement. Et ça évidemment, ça bien sûr, c'est quelque chose qui nous est à nous, démocratie, proprement insupportable. Et on a un message à l'instant de Jean-Luc Mélenchon qui fait une déclaration sur Twitter et qui appelle la France à ne pas boycotter les Jeux. Et pour Israël d'ailleurs, Israël doit boycotter? Bien sûr. Et Israël devrait boycotter, mais comme Israël se trouve entre le marteau et l'enclume, entre le marteau et l'enclume, parce qu'on veut d'un côté plaire aux Américains et de l'autre côté ne pas froisser la Chine, c'est très difficile de prendre une décision. Moi, je pense qu'Israël devrait effectivement boycotter ces Jeux. Et n'oublions pas tout de même qu'il y a quand même une tenniswoman qui, la semaine passée, a disparu après avoir accusé un Premier ministre chinois de l'avoir violée. Et qu'à partir du moment où le monde a fait semblant qu'il allait peut-être ne pas venir et boycotter, qu'on a senti les sponsors qui commençaient à être un peu refroidis, la Chine a quand même fait marche arrière. Donc il ne faut pas prendre non plus tout pour... Mais vous avez rappelé vous-même le cas unique des rapports entre Israël et la Chine, que les Américains laissent faire silencieusement, il ne faut pas non plus trop provoquer. Les Américains nous ont obligés à ne pas honorer le contrat avec Huawei pour la 5G non plus, parce qu'on avait peur d'espionnage. On a bien compris, en 80, en 84, tout ce boycott des Jeux Olympiques n'a servi strictement à rien. Les boycotts aujourd'hui ne fonctionnent pas à l'égard d'Israël. Et Israël ne doit pas boycotter car les boycotts ne servent à rien. La menace de boycott peut fonctionner. On va parler cinéma, si vous voulez bien les uns et les autres. Cinéma, oui, mais radicalisation.
Et pour cette dernière séquence, c'est sur votre nouveau court-métrage, mon cher Rose, que nous allons nous arrêter. La promesse ou le processus de radicalisation d'un jeune qui se laisse embarquer. Bande-annonce, et on en parle tout de suite après. Rémi, papa il revient quand? Un jour, t'inquiète. Tu viens à la soirée ce soir? Ouais, tu viens vraiment ou comme d'hab, genre et tu viens pas? Bienvenue dans la religion, frère. Merci. Allez, allez! Faut faire attention avec qui tu traînes. Les gens qui veulent essayer de te détourner du chemin d'Allah, il y en a plein. Rémi, tu viens ou tu mates? En Irak, ils ont menti pour pouvoir massacrer nos frères et sœurs tranquillement. Allah t'a choisi toi pour défendre les extrêmes. On est prêt à partir pour combattre. C'est ici qu'il va falloir agir. Yazid, t'es avec nous? La promesse, c'est votre nouveau court-métrage Rost, une œuvre très très intéressante que j'ai l'occasion de visionner aujourd'hui en intégralité. On pourra le voir où le film, comme on sait qu'en France la situation est plutôt compliquée, au cinéma, sur France 2, quel est le programme? Écoutez, ce nouveau court-métrage fait suite au précédent que j'ai fait qui s'appelle Tu iras au paradis. Et on a fait un concours pour que ce soit les jeunes eux-mêmes qui imaginent soit une suite, soit un préquel, un avant au film. Et là, c'est le scénario gagnant qu'on vient d'adapter en court-métrage. Et c'est un concours qu'on avait fait en collaboration avec France Télévisions. Et le film, d'ailleurs, on l'a co-financé avec France Télévisions. Donc, ça sera diffusé sur France 2, mais pas tout de suite. Parce qu'il est fait dans un premier temps pour faire ce qu'on a fait avec le précédent projet, c'est-à-dire une tournée avec des projections et des débats avec les jeunes sur la question de la radicalisation. Alors, ce court-métrage, vous l'avez tourné notamment à Évreux et à Rouen, et vous venez de me le rappeler, c'est important de le préciser pour les gens qui nous regardent. En fait, vous êtes servi d'une histoire vraie, envoyée par la sœur d'un garçon qui a été tenté par le djihad, c'est bien ça? En fait, ce scénario qui a gagné le concours, une des jeunes filles parce que c'était des participations par groupe, je ne voulais pas de participation individuelle parce qu'on parle d'un sujet où on parle de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'écoute de l'autre et surtout de la prise en compte de l'opinion de l'autre. Donc je ne voulais pas que ça soit des participations individuelles pour qu'il y ait cette vertu pédagogique et aussi d'ouverture à l'autre. Donc le groupe qui a gagné, la jeune fille qui a drivé ce groupe, son frère était parti faire le djihad en Syrie et a été tué sur le terrain là-bas. Quel est le message de ce film, Rost? C'est de dire qu'en 2021, il y a encore des jeunes, pas que dans des banlieues, on dit toujours les banlieues, mais là, vous ne tournez pas dans des banlieues, hein, quand vous tournez à Évreux ou à Rouen, qui ont toujours cette tentation radicale d'aller faire le djihad. On se demande où d'ailleurs aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut sortir aussi de cette idée de stigmatisation des banlieues, c'est parce que c'est pas là où forcément ça se passe uniquement. Vous avez un des endroits qui a fourni le plus de djihadistes, par exemple, pour aller pour la Syrie, c'est un petit village qui est à côté d'Aix-en-Provence, où il y a eu énormément de jeunes qui sont partis en Syrie. Donc, il faut faire très attention à ça. Nous, l'objectif de ce projet, c'est justement, quand vous voyez le film, et je pense que c'est une des premières fois où ce sujet est abordé sous cet angle-là, c'est de montrer, à un moment, il y a un duel entre deux imams qui partent exactement de la même manière, qui disent exactement la même chose, les mêmes textes, et au fur et à mesure, ils vont à l'opposé l'un de l'autre. Et c'est la question de l'interprétation des écrits. Et ça, c'est d'ailleurs valable dans plein de religions aussi, dans d'autres religions. Et là, l'objectif, c'est de faire une tournée, de faire des projections avec des débats auprès des jeunes, et même des moins jeunes d'ailleurs, sur ces questions-là, pour éviter que les gamins ne se laissent embarquer par les obscurantistes. C'est à mon sens d'ailleurs le passage peut-être le plus intense de votre film, quand on voit les deux discours en parallèle de ces deux imams qui évidemment vont convaincre dans un sens ou dans l'autre de comprendre la voie et le chemin, et malheureusement dans votre film ce n'est pas le bon chemin qui est choisi. Une réaction des uns et des autres, comme il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Joseph Massescaron, ce qui est intéressant dans le récit de Rost, et c'est presque étonnant, c'est qu'à la veille de 2022, on en soit encore à s'interroger sur une jeunesse en France interrogée par la radicalisation. On pensait que depuis 2015, et presque avant aussi, le gouvernement avait mis la main là-dessus.
Oui, mais ce qui est intéressant, enfin, dans le film de Rost, dans le projet qu'il a eu, moi je trouve qui est extraordinaire, et en plus qu'il est extraordinaire aussi parce qu'il est extrêmement simple. Il est simple, c'est-à-dire de faire par des personnes qui ont été victimes et de leur dire voilà, racontez-vous. Et ça c'est une parole qui est une parole, je veux dire, chimiquement pure, si je puis dire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc bien sûr, j'ai hâte de voir le court-métrage de Rost, parce que franchement, il part, à mon sens, du bon principe. Maintenant, est-ce que des choses ont évolué ? Je pense que les choses ont énormément de difficultés à évoluer en France, parce que on ne sait pas où est-ce qu'il faut mettre le curseur pour comprendre les éléments. Vous savez, la France, aujourd'hui, elle est prise, globalement, pardonnez-moi, je vais faire de la politique, dans ce qu'on appelle la tenaille identitaire, c'est-à-dire avec une forme d'identitarisme à sa gauche, une forme d'identitarisme à sa droite. Voilà. Et ces deux, ce sont deux sortes de monstres qui à la fois s'auto-nourrissent et font semblant de se combattre, alors qu'ils sont évidemment objectivement complices. Or, la question de comprendre ce qu'est véritablement cet obscurantisme qu'est l'islamisme politique est quelque chose qui fait défaut encore aujourd'hui en France. Beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre que l'islamisme, c'est quelque chose qui n'est pas l'islam, mais qui existe, qui est totalement cohérent. Moi, quand j'étais directeur de la rédaction de Marianne, on avait fait un numéro sur l'islamisme. Qu'est-ce que j'ai pas entendu ? Il y en avait qui me disaient, mais vous parlez d'islamisme ? Mais non, ce sont tous les musulmans qu'il faut attaquer. Ah, et d'autres qui disaient, comment vous osez attaquer l'islamisme ? Ça veut dire que vous êtes islamophobe. Voilà. Or, l'islamisme, c'est quelque chose qui existe, et je vais vous dire depuis quand, pardonnez-moi, là aussi je vais être cuistre, qui existe depuis les Omeyyades. Depuis les Omeyyades, il y a en effet cette grande interrogation sur l'obscurantisme en islam. Bon. Et on voit dans ça, ce film... En France, mais on est franchement aujourd'hui... on le voit dans ce film, puisqu'il parle, Rost parle des deux imams, de ces deux versions. C'est ça qui est extrêmement intéressant, justement. C'est qu'il propose, en effet, une connaissance et une lecture qui n'est pas binaire, justement, qui est beaucoup plus complexe. Et c'est ça qui est riche. En France, nous n'arrivons pas. Nous avons pourtant des gens, comme Gilles Kepel ou autres, qui sont extrêmement, dont les travaux sont extrêmement intelligents, complexes et autres. Mais nous n'arrivons pas en France parce que nous avons en France ce sujet, malheureusement, demeure encore, il faut le dire avec force, demeure un sujet tabou. Et malheureusement, ce sera peut-être aussi l'un des thèmes de l'élection. Réaction vue de Tel Aviv, en voyant que Rost est obligé encore aujourd'hui de faire un travail de pédagogie. Et je vais revenir à ma question d'origine. On est à la veille de 2022 et on est encore obligé de sensibiliser une jeunesse face à ce danger, la radicalisation. Qu'est-ce que ça dit de cette jeunesse française, Fernand Cohen-Tannoudji ? Écoutez, moi j'ai grandi dans le 9-3 et je crois que j'ai passé 33 ans à peu près dans ce département dont je comprends parfaitement ce qu'écrit et ce qu'a écrit Rost et ce qu'il publie aujourd'hui par l'intermédiaire de ce film. Je pense que ce film aussi devrait être diffusé en Israël et je me tiens à sa disposition, Rost, je me tiens à votre disposition pour vous aider à le diffuser ici en Israël afin qu'une seule chose, c'est qu'ici on ne vive pas la même situation que vous vivez en France aujourd'hui. Israël doit réagir d'une autre façon, afin évidemment de trouver des solutions pour cette jeunesse. On a aussi des mêmes problématiques de musulmans qui sont partis dans des pays arabes et aussi en Jordanie et aussi en Syrie, qui sous couvert de pseudo-universités ou même en Turquie sont revenus en Israël et eux aussi sont revenus avec des théories djihadistes et ont été évidemment arrêtés par nos services de sécurité. Cette problématique que vous soulevez, Rost, est aussi la problématique d'Israël. Elle n'est pas seulement la problématique de la France. Bon ben Rost, le message est lancé, l'invitation lancée pour peut-être le projeter ici également. Avec grand plaisir. Écoutez, je viendrai avec grand plaisir, sachant qu'en plus que une des raisons pour lesquelles je me suis lancé sur ce sujet, c'est aussi les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de Port-de-Vincennes. Et il se trouve que, d'ailleurs, je pense qu'ils doivent nous regarder actuellement, il se trouve que le gérant de l'hypercachère de Port-de-Vincennes, qui a pris les balles dans le bras, moi, c'est son frère et lui qui m'ont aidé à sortir de la rue il y a 30 ans de ça. Et son frère, c'est le parrain de mon fils. Et c'est le garant de mon appartement. Donc, ce sont des gens
à l'époque qui ne se sont pas posé la question à savoir si j'étais musulman, si j'étais chrétien, si j'étais juif. Et ils m'ont tendu la main pour que je puisse sortir de la rue et de cet engrenage malsain dans lequel j'étais à l'époque. Donc, j'ai été très touché par ça. Et puis, il se trouve que le 13 novembre, j'ai eu ma maquilleuse qui a pris plusieurs balles sur la terrasse de la Belle Équipe. Et effectivement, on a eu envie de continuer ce combat. Nous, en plus, en tant qu'artistes, en tant que rappeurs, je sais l'influence qu'on a sur ces jeunes la plupart du temps. Donc, si on peut éviter ça, et c'est pour ça quand le Premier ministre à l'époque avait dit « expliquer, c'est excuser », j'ai été en colère. Parce que quand on ne comprend pas le fond des choses, comment vous voulez régler les choses si vous ne comprenez pas le fond? La répression ne marche pas. Le tout répressif ne marche pas. Il faut de la répression. Mais de l'autre côté, les nouvelles générations, évitons de les sacrifier comme on a pu sacrifier une autre génération en se disant qu'il faut faire de la répression et pendant ce temps, on n'a pas fait de la prévention. Et nous, c'est tout le travail qu'on essaye de faire, c'est de faire de la prévention auprès de nos gamins pour éviter qu'ils se laissent embarquer du côté obscur de la force. Bah écoutez, en tout cas, ce récit est très intéressant. Un mot de conclusion, Laurent Sujet. Je pense que en France, comme dans tous les pays européens, l'effondrement des grandes idéologies a fait qu'aussi qu'il y a un manque aussi. Un vide qui s'est créé pour une certaine jeunesse. Il y a 30 ans ou il y a 20 ans, on était soit communiste, soit libéral, soit social. On avait une idéologie à laquelle se raccrocher. On n'a plus rien pour le moment. On est dans un univers du selfie, du soi-même, d'être seul avec soi-même. Il y a des gens qui le vivent bien, il y a des gens qui le vivent moins bien. Il faut essayer de redonner un horizon à une jeunesse qui l'a perdu. Et cet horizon, ça peut passer par le social, par l'écologie, par tout ce qu'on peut faire pour vivre ensemble. Ce qu'il faut faire aussi, Ross t'a dit, il y a toujours à faire, il faut faire un peu son Giuliani. C'est bien, tout le monde est d'accord pour le final, c'est bien. Oui, il faut faire son Giuliani et il faut faire son Clinton. Il faut faire à la fois de la politique de tolérance zéro pour les gens qui empêchent ces quartiers de vivre, et il faut à la fois investir dans ces quartiers. Il faut faire les deux ensemble. La promesse, c'est ce court-métrage réalisé par Ross. Vous savez, Benjamin, juste en 10 secondes. Pour terminer, vous savez, là où la République est absente, les obscurantistes prolifèrent. Voilà, ce sera le mot de conclusion. Dans le monde entier. Merci à tous et on espère qu'on verra ici en Israël également ce film, mon cher Ross. Merci à tous d'avoir été avec nous. Dans un instant, Valérie Pérez d'Histoire et Découverte, et nous on se retrouve demain soir, 20h heure de Paris, 21h heure de Tel Aviv. À demain.